Yes, salut les amis, bienvenue à mon podcast, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine aussi. Moi ça va super bien, on vient juste de terminer le pool de MMA du mois de octobre. Enfin on l'a pas terminé, il est en train de se passer présentement. Là je suis en train de faire l'intro entre deux combats de l'événement Askren contre Maia. Donc je sais pas qui a gagné encore le pool d'octobre. En plus que la moitié des poolers ont mis toute leur unité sur Damian Maia. Donc, je ne sais pas qui a gagné ce mois-ci, mais j'ai dû mettre le gagnant sur ma page Facebook quand vous allez écouter ce podcast-là. Donc, ma page Facebook qui est le Canadien Gangster Podcast avec mon nom à la fin, Olivier Aubin-Mercier. Donc, allez là-dessus pour savoir qui a gagné. Puis là, le gagnant ce mois-ci s'est mérité des souliers Prowl. Il s'est mérité aussi du café Micro Espresso ainsi qu'un mocha pot. Donc, un mocha pot, c'est pour faire du café le matin. C'est quoi que c'est mérité aussi? Une boîte à lunch Bob Ross avec des surprises dedans. Il y a un item qui est signé par un combattant du UFC. Donc, c'est tout ça que c'est mérité. Puis ça, c'est grâce aux commanditaires Prowl, Souliers Prowl et Micro Espresso. Donc, un gros merci à eux autres d'avoir donné des prix ce mois-ci. Puis aussi un gros merci à tous les Patreons. Vraiment, là, je suis vraiment content comment ça se passe présentement. Là, j'ai 4 nouveaux Patreons à nommer. Donc, j'ai eu 2 nouveaux pickpockets ce mois-ci. En Sébastien Lépine et Alec Belair. J'ai eu 2 nouveaux stéroïdes dealers aussi. En Jonathan Page et Pierre-Alex Ducharme. Donc, un gros merci aux Patreons. C'est grâce à vous que le pool de MMA se passe. Puis là, toi, t'écoutes ça, t'es pas Patreon, puis tu te dis pourquoi je deviendrais Patreon. Il y a plusieurs raisons. En fait, tu vas avoir les podcasts à l'avance. Tu vas avoir le formulaire pour participer au pool de MMA à l'avance aussi. Si tu gagnes le pool de MMA, je te ship les prix par la poste. Sinon, il va falloir que tu viennes les chercher. Puis l'autre chose que je viens juste d'ajouter, que je vais ajouter en fait, c'est que je vais faire des petites vidéos d'introduction au gambling sportif. Donc juste pour vous expliquer la base de comment vous devriez faire vos choix. Donc je vais faire ça, des petites vidéos, je vais en faire peut-être 5 ou 6. Des courts vidéos de 3-4 minutes juste pour les Patreons, juste pour les stéroïdes dealers. C'est ça, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Puis l'autre chose, y a-t-il autre chose pour les Patreons? Ah oui, c'est ça. Si on se rend à 50 Patreons, il va y avoir aussi un deuxième prix. Donc présentement, il y a juste un premier prix. Mais à 50 Patreons, il va y avoir un deuxième prix complètement différent pour, c'est ça, pour le deuxième. Fait que c'est tous les avantages que vous aurez si vous devenez Patreon. Encore un gros merci à tous ceux qui le sont déjà. Cette semaine, je reçois Karim Gaji. Karim qui est un professionnel de pied-point, un Français qui est 14 fois champion du monde, donc super avancé en pied-point. Pour de vrai, un podcast super intéressant. J'ai eu des petits problèmes de son par contre cette semaine, puis je sais pas c'était quoi parce que les semaines d'après tout était arrangé, mais je vais essayer d'arranger ça quand même quand je vais faire le montage. Mais super content de l'avoir reçu. Un gros merci à Karim d'être venu. Et c'est ça. Bon épisode à tous. Et j'ai oublié de dire qu'on mettait les points à 0 pour le pool de MMA au prochain événement qui est Masvidal contre Diaz. Diaz qui avait testé positif, mais que finalement le USADA va laisser aller, il va laisser se battre. Je pense qu'ils ont trouvé des traces de stéroïdes dans sa bouffe Whole Food. En tout cas, c'est ça que j'ai lu. Il va falloir que je lise un petit peu plus là-dessus. Là. Mais je trouvais ça drôle quand même parce que il est végétarien puis c'est comme l'équivalent de Canelo qui avait dit que lui, il avait mangé trop de viande mexicaine puis qu'il avait testé positif à cause de ça. Donc ça, c'est l'équivalent, mais végétarien. Là. Fait que, good job mon Nate. Fait que c'est ça, l'événement a lieu. Puis bonne chance à tous pour ce mois-ci, l'édition de novembre du pool de MMA. To be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, telling you the truth, just the beginning. Yeah, you know, it's I mean...
Hey, Karim Gadji, merci de venir ici en passant. T'es le deuxième Français que je reçois, en fait, au podcast. En fait, non, je vais mentir, là, t'es le troisième Français. J'ai eu Nordine, je vais recevoir toi, puis j'ai eu, c'était quoi déjà son nom, Esprit? Jean-Charles. Jean-Charles, j'oublie toujours son nom. C'est peut-être que genre j'essaie de l'oublier, parce que ça s'était pas super bien passé, mon podcast avec lui, comme je l'avais dit. Mais bienvenue à Montréal. Puis, combien de temps que t'es ici, toi? Déjà, merci pour cette invitation, Ouais. Ça fait plaisir. Alors moi, c'est la deuxième fois que je viens ici à Montréal. Je suis venu il y a peut-être 15 ans pour de la danse hip-hop, parce que je suis danseur aussi professionnel, chorégraphe. Ouais, ben c'est ça que j'avais vu. Ouais. Hein. Donc maintenant, je suis venu pour cette période-là, pour une grosse préparation kickboxing, mais plus MMA, dans des grosses salles réputées ici à Montréal, comme Tristar, H2O, après j'ai oublié les autres noms, avec le coach Kouache. Ouais, c'est quoi son Spartan Son Gym, club. c'est ça? Mais oui, avec Krouache. Ouais. De toute façon, tout le monde En tout cas, connaît Krouache, là. Et Il y a une belle équipe, beaucoup de monde derrière l'organisation WTC, Mhm. que je parlerai après. Et c'est vraiment très très bénéfique. Je suis très content d'être venu ici avec mon équipe Fantastic Armada. Ouais, cool. Puis toi, là, tu dis que ça fait 2 fois que t'es venu ici, mais c'est combien de temps que tu vas rester à Montréal pour t'entraîner? Alors, combien de temps que... Que tu vas rester? Disons, c'est quand que tu pars? Tu vas Alors, repartir? je pars dès demain soir. Et moi, je suis venu avec mon équipe, la moitié de l'équipe, lundi ou mardi. Ouais, je sais même pas, j'ai pas la notion du temps tellement qu'on fait des entraînements, on fait 2 gros entraînements la journée. Mhm. C'est vraiment intense, c'est ce que je souhaite. Hein. Et j'ai vraiment pas la notion du temps. En tout cas, je suis pas resté très longtemps, c'est dommage. Manque de temps au niveau des obligations en France par rapport au travail et la famille. Mais je souhaiterais au long terme vraiment pas m'installer ici. Ce serait un rêve, bien sûr, mais venir pour plus longtemps pour profiter de cette chance d'avoir des entraîneurs renommés, très expérimentés, et d'avoir aussi des combattants aussi pareil, très expérimentés, connus, qui travaillent avec toi, qui sont là pour t'aider, te conseiller, et c'est vraiment une chance ici, dans ce pays. OK. Puis là, je vais te présenter avant de continuer, parce que bon, j'ai dit ton nom, là. Mais j'aimerais ça que le monde sache un petit peu qu'est-ce que tu fais, parce que tu sais, moi, avant de te recevoir, je vais t'avouer que je te connaissais pas beaucoup, puis c'est dommage, parce que j'ai commencé à te suivre, tu sais, puis moi, je conseille à tout le monde à te suivre, parce que tu es excellent debout. Puis c'est ça, toi, t'es c'est en K1 que tu te bats? K1, kickboxing. Ouais. Puis t'es 101 victoires, 16 défaites ça, ouais. et 1 nulle. Ouais, Qu'est-ce qui est incroyable, là, selon moi? Alors, c'est vrai que je suis combattant professionnel depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai remporté 14 titres de champion du monde dans la fédération ISKA. Non, excusez-moi, je me suis mélangé. 12 titres de champion du monde ISKA et 2 titres champion du monde Bellator Kickboxing. Donc, j'ai parcouru beaucoup de disciplines pied-point en boxe chinoise, sanda, karaté contact, K1, kickboxing, full. J'ai fait pratiquer beaucoup de sport pied-point, ce qui a fait que j'ai eu beaucoup d'expérience très rapidement. J'ai commencé très tard à la boxe. J'ai commencé à 26 ans. T'as commencé à 26 ans. À 26 ans. Tu veux-tu dire la boxe juste coup de poing ou tu veux dire vraiment le pied-point, t'as commencé à 26 ans? À 26 ans, j'ai commencé vraiment le pied-point. Oh, je wow. ne savais pas qu'est-ce que c'était de faire un low kick, un crochet, uppercut, non. Puis t'as quel âge là? Là, j'ai 38 ans. Incroyable. Puis t'es 14 fois champion. Ouais. C'est vraiment... J'ai beaucoup de chance, Ouais. beaucoup de sacrifices, souffrances, mais j'ai toujours été déterminé pour avancer, pour réussir à franchir des étapes, pour devenir le meilleur ou gagner contre des combattants très connus. C'est ma motivation.
Et j'ai jamais lâché depuis que j'ai commencé. Je me bats beaucoup à l'entraînement, dans le sens où je me tue à l'entraînement, je souffre beaucoup. Parce que j'aime la difficulté, j'aime l'entraînement énormément. Je me prends la tête pour m'entraîner. Je ne bois pas, je ne fume pas, je fais attention à ma nutrition. Pourquoi ? Parce que derrière moi, il y a des gens qui me suivent et qui veulent devenir champion. Donc j'attire beaucoup de personnes. Et moi, je le fais naturellement parce que j'ai toujours l'envie de continuer et l'envie de me surpasser, alors que même, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 38 ans. Mais j'ai l'impression à chaque entraînement, j'ai l'impression que mon âge descend en fait. Mhm. Après, je sais pas, c'est pour l'instant psychologique, mais ça a l'air de fonctionner. Puis ça fait combien de temps que tu t'es battu la dernière fois? Le dernier combat que j'ai fait, c'était en juin. En juin? C'était une défense de titre championnat du monde ISK à Paris, Ok. face à un Espagnol. Donc j'ai remporté le combat par KO au 4e round. Et de là, j'ai repris, au bout d'une semaine, j'ai déjà repris l'entraînement, la préparation et la transition en MMA. L'entraînement MMA pur, parce que mon souhait maintenant, c'est de m'installer en MMA et de combattre dans cette discipline. Là, avant de continuer, est-ce que je peux demander à un de vous d'aller fermer la fenêtre en arrière et la porte aussi? Parce que là, t'as amené ton Fight Club avec toi. Là. Ouais, Je pense que c'est la première fois que j'enregistre devant autant de monde. Ouais. Mais c'est ça, j'entendais les oiseaux. Puis là, avant de parler de ta transition en MMA, j'aimerais ça savoir, c'est pourquoi qu'à 26 ans, tu t'es dit, j'aimerais ça commencer le pied-point, parce que je pense que tu étais très avancé déjà en danse. Alors, excuse-moi de te couper, c'est vrai que j'étais très avancé dans la danse. Je parcourais le monde pour faire des battles, des spectacles, des shows très intenses. Et j'aimais ça avec mon équipe Fantastic Armada. Et ensuite, faut savoir aussi qu'en parallèle, je faisais un peu de karaté. Donc karaté, on sait, karaté comité, ça n'a rien à voir avec la boxe pied-point. C'est le jour et la nuit. Donc j'ai eu la chance d'entraîner le neveu d'un grand champion qui s'est situé dans ma ville, à Meaux, et un champion de boxe. Donc son neveu savait que je pratiquais un peu de karaté, que j'avais une facilité au niveau de mes mouvements, en danse, en karaté. Donc il m'a dit, écoute, tu devrais venir voir mon oncle, il est champion de boxe, et il pourrait t'apprendre des trucs. Je lui ai dit, ok, je vais essayer de voir si j'ai le temps de venir, et pourquoi pas. Au bout de 2 semaines, je suis parti dans cette salle, je l'ai rencontré, bonjour, enchanté, je connais votre neveu, il m'a dit de venir, oui, il n'y a pas de souci. J'ai pratiqué mon premier cours de kickboxing, et depuis ce jour-là, j'ai jamais lâché. Ouais. Puis tu penses-tu que le fait que tu étais justement de très haut niveau en breakdance, c'est en breakdance, c'est ça que tu faisais? C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé aussi dans ta transition pour un autre sport? Je pense que j'en suis même très sûr à 100%. Le breakdance, c'est du workout poids de corps, souplesse, agilité, endurance. C'est très à la fois physique et technique. On est sans arrêt en train de pratiquer et de faire des chorégraphies. Donc la mémoire, elle est très importante. La coordination, et tout ça, on en a besoin dans la boxe. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir déjà cette capacité-là d'apprentissage très rapide. Donc dès que j'ai commencé à apprendre les mouvements de crochet, hypercut, low kick, blocage, j'ai appris très très rapidement. Et au bout de 1 an et demi, je me suis retrouvé en équipe de France de kickboxing. Et tout est parti, les combats ont suivi. On me proposait de combattre des champions connus, des champions du monde. Et à ce moment-là, j'avais un âge avancé. On me disait, je me rappelle, il y a une personne dans ma salle assez âgée qui me disait, tu ne pourras pas avancer dans la boxe, tu es trop âgé. J'avais à ce moment-là 26, 27 ans. Donc comme je suis un peu fou dans ma tête et j'aime bien les challenges, j'ai dit non, je vais quand même essayer, on ne sait jamais. Et j'ai pas lâché. Et du coup, j'ai accepté tous les combats parce que soi-disant, j'étais âgé. Donc je me suis dit, je ne vais pas perdre mon temps.
Ouais. J'ai pas perdu de temps et tout ce qu'on me proposait, j'ai accepté. Et au fil du temps, les combats, je gagnais contre les champions. Et j'ai monté très, très, très rapidement, du jour au lendemain, on ne me connaissait pas. J'étais juste le danseur, le breaker, le b-boy. Et le b-boy s'est retrouvé à combattre contre les meilleurs de la planète en kickboxing. Et voilà, après, je me suis installé et j'ai mis un peu le breakdance de côté. Je suis toujours un peu en mode chorégraphe pour aider l'équipe et les jeunes. Mais j'ai mis un peu de côté et je me suis consacré plus pour l'entraînement de pied-point. Fait que toi, très tôt, tu as commencé à gagner des combats contre des personnes vraiment connues. C'est à quel âge que tu as gagné ta première ceinture? Je crois que c'était en 2012. Non. Première ceinture professionnelle K1 en 2010. Et en 2011, pardon, champion d'Europe en WPMF contre un Belge. Et en 2012, mon premier championnat du monde contre un Portugais. Et depuis ce jour-là, je combats dans la catégorie 75 kg et 78 kg. Okay. Et donc j'ai les deux catégories que je défends depuis 2012. Incroyable. Donc ça t'a pris, là, je suis pas très bon en maths, là. Ça t'a pris 5 ou 6 ans avant d'avoir ton premier titre de championnat du monde, c'est ça? À peu près, ouais. Incroyable. C'est vraiment une belle histoire. Puis là, par la suite, toi, c'était quoi la ISKA que tu te battais? La fédération SK, la plus réputée en K1, en kickboxing. OK. Puis tu as décidé de signer par la suite avec Bellator. Excuse-moi de te couper. Ouais. J'ai commencé par le Glory. J'ai intégré l'organisation Glory. Okay. Et pendant 3 ans, j'étais dans cette organisation. C'est très bien passé. Des bonnes sensations, une belle expérience. Ensuite, j'ai eu la chance de rentrer dans l'organisation Bellator. Ils ont créé la case kickboxing, parce que Bellator, c'est normalement que du MMA. Donc, ils se sont lancés en 2016, je crois, en kickboxing. Et j'ai aussi la chance de combattre pour la première ceinture du Bellator kickboxing que j'ai remporté face à un Italien en Italie. Ah, wow! Puis, je pense que c'est clair, le plan de Bellator, là, c'est vraiment de faire connaître ce sport-là. Puis je pense qu'ils veulent vraiment prendre le monopole du pied-point, tu sais. Est-ce que tu étais mieux traité quand tu es rentré dans le Bellator par Bellator que les autres catégories? Est-ce que tu as vu une différence entre les promotions? Par rapport au Glory ou Bellator, on est vraiment respecté. Tout est bien organisé, on a un petit planning chaque jour, séance photo, séance d'interview, et tout est écrit, tout est respecté. Mm-hmm. À ce niveau-là, on n'a vraiment pas à se plaindre. Il y a des organisations qui n'ont pas forcément les budgets pour, mais en tout cas, ces organisations-là ont assez de budget pour pouvoir gérer les combattants très facilement, et franchement, à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre. Puis est-ce que la paye aussi est quand même est bien comparativement aux autres? La paye est très bien. Pourquoi? Parce que plus les combats sont intéressants, pas forcément en victoire, mais quand le combat est bien visuel, où il y a de l'action, où on ne cherche pas à bloquer et marquer ses points, et généralement, chaque combat, en plus il y a des victoires, c'est encore mieux, mais les primes augmentent au fur et à mesure. C'est pour ça que moi j'ai toujours compris ce concept-là. Quand on combat, il faut à la fois malheureusement faire le spectacle, c'est-à-dire avancer pour essayer de montrer qu'on est le meilleur. Et c'est comme ça que les gens s'intéressent, le public, les organisateurs aiment voir un mec qui rentre à l'intérieur et qui arrache tout, entre guillemets. Et les conséquences de ces actes fait que les primes et l'intéressement, tout évolue dans le bon sens, et je pense que ça peut être que logique, je pense. Mm-hmm. Puis, mais moi je te demande ça parce que tantôt tu disais que je pense que tu travaillais aussi en même temps d'être de te battre, d'être un athlète. Puis qu'est-ce qui est quand même étonnant venant d'un champion du monde dans un sport, tu sais. C'est vrai que on n'a pas cette chance-là. Hein. Moi, par exemple, en France,
je suis obligé de travailler. Pourquoi? Parce que il y a la sécurité. J'ai eu la chance aussi de travailler pour une mairie. Je suis éducateur à la mairie de Meaux, en Seine-et-Marne, en France. Donc, ils m'aident aussi. J'ai des jours off. Ils m'aident pour mes préparations. C'est pas dans tous les boulots qu'on trouve ce genre d'avantages-là. Et moi, j'ai le maire de la ville qui m'aide à mettre tout en œuvre pour avoir toutes ces facilités-là, pour m'entraîner, pour la récupération, parce que si je travaille du matin au soir, mais il y en a qui le font, ça. Par exemple, en tant que maçon, on travaille au chantier, et juste après aller s'entraîner, c'est très très difficile. Mais je sais qu'il y en a qui le font, ça. Mais toi, j'imagine que c'est pas transporter des boîtes lourdes qui te font, travailler, mais, ouais, mais après... c'est-tu demandant quand même qu'est-ce que tu fais là-bas ou comme travail? Est-ce que c'est demandant physiquement? Qu'est-ce que tu fais? Non, physiquement, non. Okay. Physiquement, non. C'est sportif. Donc ça m'aide aussi pour ma carrière. C'est dans le sport. J'aide un peu les jeunes à s'entraîner, que ce soit dans les autres sports, basket, foot, ping-pong. Mais comme ma discipline aussi, c'est la boxe, je partage un peu mes connaissances à travers la boxe avec des jeux ludiques, notamment aussi en danse, parce que je suis chorégraphe, donc je peux aussi réaliser des petits spectacles pour les jeunes. Et j'aide à construire des événements comme bientôt le 5 octobre à Meaux va être organisé la 10e édition d'un grand battle qu'on a appelé le Battle de Meaux. Et c'est nous, Fantascamada, qui l'organisons avec la mairie de Meaux. Et on fait intervenir les meilleurs de la planète en breakdance à cet événement. Et je crois même qu'il y aura une équipe canadienne qui seront présents le 5 octobre. C'est quand même cool ça. Ouais. Puis ça, toi, tu disais, c'est à quelle ville ça que tu fais tout ça? À la ville de Meaux. M-E-A-U-X, ouais. Ok. Puis ben, j'imagine aussi que tu dois être une fierté pour cette ville-là. Oui, c'est vraiment une fierté parce que ça fait quand même ça fait 20 ans de travail au niveau de la danse et boxe. On promouvoit beaucoup la ville. Il y a beaucoup de compétences au sein de cette ville-là. Et par exemple, quand on a besoin de quoi que ce soit, on va aller voir le maire et le maire s'occupe de faire le nécessaire pour essayer de nous donner des facilités pour qu'on obtienne un peu nos résultats. Et quand je gagne des combats, des championnats du monde ou autres, bah, je reçois un appel. Je reçois un appel pour me féliciter, ça fait plaisir, c'est une reconnaissance. Donc il y a des gens derrière nous et des gens derrière moi qui m'aident à accomplir mes projets. Puis là, toi, tu disais un petit peu plus tôt que tu voulais aller en MMA. Est-ce que c'est en martiaux mixtes, là, est-ce que c'est une décision que toi t'as prise ou est-ce que c'est Bellator un petit peu qui voulait peut-être justement te mettre de l'avant en kickboxing et en MMA, tu sais? Alors moi, j'ai toujours voulu combattre en MMA, mais depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Oh, wow. En regardant, j'ai toujours regardé les premiers combats de UFC, quand il tapait à main nue. C'était des sumo, c'était un sumo. Ouais, le sumo. Alors, c'était. Ça aurait pu être le un breakdancer contre le gars de... Ouais, ça aurait été bien. Ouais, ça aurait été bien. Avec mon ensemble, casquette, hop. Ben ouais. Non, franchement, c'est. Tu fais quelques moves avant de rentrer. C'est ça, ouais. Et non, c'est vraiment. Ça paraît peut-être un peu difficile, un peu bagarre, un peu violent, mais c'est vraiment technique parce que je me suis intéressé à cette discipline-là. C'est quelque chose de. Pour moi, c'est le sport du futur. J'ai pratiqué beaucoup de disciplines, arts martiaux, tout ça, etc. Mais le MMA, c'est la conclusion. La conclusion, ça regroupe tout. Et quand on mixe tout ce qu'on a fait, on obtient le MMA et c'est vraiment très intéressant. Que ce soit pour un loisir ou un compétiteur, il faut s'y mettre le plus tôt possible. Ou juste apprendre à se défendre, tu sais. Ouais, exactement. Puis, toi, tu t'es-tu déjà battu en MMA présentement ou tu t'es pas encore battu? Alors moi, j'ai fait 2 combats en pancrace. Ok. Donc, tu connais pancrace en France.
Donc au sol, c'est avec les mains ouvertes pour ceux qui... Non, même pas. Non? Au sol, ça se transforme en grappling. Ok. Fait qu'il n'y a pas de coup au sol. Il n'y a aucun coup. Ok. Voilà. Donc en haut, c'est libre service, pied-point. Et au sol, c'est le grappling. Et j'ai pas eu la chance d'avoir des opportunités intéressantes. J'ai eu des demandes, mais bon, ça demande du travail. Un combat comme ça demande des sacrifices. Donc je préfère me sacrifier pour quelque chose de bien. Comme par exemple, des grosses organisations comme l'UFC, One Championship, etc. C'est des choses qui me motivent. J'ai toujours vu loin, très très loin, à chaque fois. Et quand je pêche, je jette mon hameçon, je vais chercher, même si je me prends des bâtons dans les roues, des obstacles, je ne lâche pas jusqu'à arriver au point à mon but. Et pour l'instant, ça a toujours fonctionné parce que je lâche vraiment rien du tout. Malgré les difficultés. On sait que dans la vie, on a tous des difficultés, en dehors du sport. Mais quand on a un objectif, il ne faut jamais lâcher. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et voilà, mes buts pour très prochainement, c'est vraiment d'intégrer les grosses organisations et avec mon bagage technique, mais ce que j'ai déjà fait en pied-point, essayer de le gérer en MMA. Puis aussi, tu sais, depuis longtemps, c'est interdit en France le MMA. Puis là, prochainement, je pense que ils vont permettre ça. Puis je pense que ça va être une stratégie justement pour beaucoup de ligues d'avoir des combattants français dans leur combattants parce que, veux pas, ils veulent avoir ce marché-là. C'est quand même un super gros marché, la France. Puis non, je pense que ça serait une bonne opportunité. Est-ce que tu penses que Bellator voudrait te garder pour faire du MMA, selon toi? Peut-être. Je sais qu'ils ont été intéressés par rapport à ce projet-là, même s'ils voulaient quand même que je continue dans le circuit du kickboxing. Mais ils ont respecté aussi mon souhait de vouloir me lancer dans le MMA. Et franchement, je suis très motivé, et, j'ai montré ma motivation. Et le fait que la France, normalement en janvier, autorise le MMA, ça va vraiment accélérer les choses. Et toutes les organisations vont se lancer en France. Oui. C'est très motivant. Il y en a beaucoup qui attendaient ça depuis longtemps. Ça a mis du temps, mais ça va se faire. Et tout le monde va, dans cette histoire, tout le monde va gagner. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi. Puis toi, t'es dans quelle équipe présentement? C'est où tu t'entraînes en France? Alors, en France, j'ai mon club initial, c'est Fantastic Armada, club de kickboxing de base. J'ai intégré récemment, je ne sais pas si tu dois connaître Cyril Diabaté, la Snake Team. Ouais, non, je l'étudiais beaucoup quand j'ai commencé à faire du MMA, justement, parce que j'aimais son stand-up. T'sais. Eh ben, c'est un ami. J'ai des frères à moi qui s'entraînent dans son club, Snake Team, et voilà, c'est fait naturellement. Et franchement, j'ai de la chance de l'avoir à mes côtés. Il m'aide énormément. Là, j'ai intégré aussi l'organisation WTC. Donc, c'est quoi ça, WTC? Donc WTC, c'est une organisation qui propose des préparations uniques, des préparations exceptionnelles pour combattants tout court. Ceux qui peuvent se lancer en MMA ou en kickboxing, cette organisation propose tous les entraînements adaptés, que ce soit lutte, kickboxing, jiu-jitsu brésilien, stand-up, tout vraiment complet. Ça, c'est un gym en fait ou c'est vraiment... C'est une organisation. Peut-être le gym va se créer incessamment sous peu, mais en tout cas, ça a commencé. C'est une organisation qui organise dans tous les pays. Parce qu'il y a peut-être des mecs ou des filles même qui sont à 20 000 km qui souhaiteraient bénéficier de cette chance-là d'apprendre dans ces conditions-là.
mais qui ne peuvent pas parce que la distance crée ce problème-là. Et ben, le WTC organise dans chaque pays. Le premier était au Maroc. Là, c'est Canada. Ok, c'est ça. WTC, c'est vraiment l'équipe que vous avez amenée ici en Tristar puis qui a fait le tour du. Ça, c'est quoi? C'est pourquoi WTC? Alors, c'est le World Training Camp. Camp, ok. Voilà, World Training Camp. Et c'est vraiment. C'est ouvert à tout le monde. Fait que s'il y a du monde, par exemple, du Québec, qui voudrait justement faire partie. Eh ben, c'est ouvert. C'est ouvert, vraiment. Ça a démarré récemment. Ça a commencé au mois d'août, je crois. Juillet, août, ça a commencé à ce moment-là. Ouais, en juillet. Ça a commencé en juillet. Ça a pris de l'ampleur. Et maintenant, l'organisation a tout mis en œuvre pour pouvoir organiser très rapidement et proposer ces services-là avec des coachs de renom. Attention. Par exemple, là, l'organisation s'est faite pendant 2 semaines ici à Montréal et il y a tous les coachs, les meilleurs coachs au monde. Moi, j'ai du mal avec les prénoms. Il y a Krouach, il y a Ferraz. Ouais, Ferraz. Ferraz, voilà, de Tristar. J'oublie les noms. Richard, je pense, du H2O. Richard, ouais, Richard de H2O. Il y en a énormément. Il y a les Franck la anglaise. Il y a Elio. Elio, Moustapha. C'est vraiment cette découverte-là. Nous, on les voyait un peu sur YouTube, sur Internet. Et de les voir ici, là, de profiter des entraînements, c'est vraiment un truc de fou. Et franchement, c'est... moi, quand je vais rentrer avec mon équipe, on va rentrer en France, on va promouvoir ce qu'on a subi, hein, dans le sens où c'est des entraînements de haut niveau. Et c'est une chance d'avoir une organisation qui réunit tous les meilleurs pour pouvoir proposer ça à ceux qui souhaitent faire quelque chose dans MMA ou en kickboxing. Puis là, vous étiez combien ici à Montréal? Je pense qu'une vingtaine, non? Une vingtaine? Ouais. Puis toi, es-tu un des coachs dans cette organisation-là ou t'es vraiment ici pour... non, je suis venu avec mon coach, un de mes managers, mon conseiller, tout le monde. Franchement, je suis venu en équipe. Moi, j'aime pas, quand je fais mes projets de combat, d'entraînement, de préparation, j'aime pas venir tout seul. Et j'aime bien faire profiter aussi mon équipe et j'ai besoin de mon équipe pour pouvoir gérer. C'est comme un peu les Formule 1. S'il n'y a pas l'équipe autour, la voiture là, les roues vont éclater. Et moi, c'est la même chose. Non, ils sont là, ils m'aident, ils me gèrent un truc de fou. Et voilà, donc voilà. Fait que c'est qui organise ça? C'est-tu Will qui... Alors, c'est Will. Alors, ils sont 3. Il y a Will, Star. Il y a Hassan. Et Larsen. Voilà, okay. Ils sont 3 et ils ont commencé depuis le mois de juillet et ça évolue, ils ont plein d'idées, plein de choses à proposer et ça marche très bien. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont intéressés et quand on diffuse un peu sur les réseaux sociaux, ils demandent tous c'est quoi, c'est comment, la prochaine fois je viens. Voilà. Puis c'est quoi le prochain voyage que vous allez faire après Montréal? Alors normalement il y a 2 choix, mais ça a confirmé, mais je peux pas pour l'instant faire une erreur et dire n'importe quoi, mais je sais qu'il y a 2 pays déjà qui sont en train de cibler. Puis, disons, ici à Montréal, ben, j'imagine que c'est différent parce qu'en France c'est quand même loin, là, mais ça coûtait combien par exemple s'inscrire à... Franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je pense que c'est vraiment accessible parce que là, il y a pas mal de monde qui sont venus de France. Il y a aussi des Canadiens qui étaient là. Bon, c'est plus facile, c'est à côté. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Le trajet n'est pas évident. Mais quand tu es motivé, quand tu as un peu d'économie, c'est quelque chose qui sera rentable pour la suite. Franchement. Puis c'est à chaque... c'est à chaque combien de temps que vous allez partir? Parce que là, vous êtes allé au Maroc. J'imagine que vous avez pris une petite pause entre le Maroc puis ici, Montréal. D'habitude, vous faites des voyages à... C'est quoi la fréquence? Ouais, je pense qu'il y a au moins 2-3 mois de pause entre
les événements. Pourquoi? Parce que c'est tellement intense, c'est tellement dur qu'il faut du temps pour récupérer un peu. Parce qu'il y a tellement d'informations. Parce que le concept fait qu'on apprend des choses. Mais après, quand on rentre dans son club, on applique et on continue. C'est ça qui est bien, c'est qu'on apprend des méthodes d'entraînement que quand on rentre dans son propre club, on continue, on applique pour que ça rentre. Et le but, c'est quand on a la chance de revenir au prochain WTC, c'est de montrer l'évolution. Après de surenchérir et d'apprendre encore d'évoluer. Et le but aussi, c'est vraiment que quand on fait un constat au bout de 2-3 ans, 4 ans, c'est de finir dans des organisations et de montrer que voilà, c'est quelque chose qui finit par payer. Puis là, j'imagine qu'une des prochaines étapes aussi, ça va être avoir pignon sur rue là, pour Will, puis pour avoir son propre gym, tu sais, pour pouvoir s'entraîner. En tout cas, il mérite. Ce qui est sûr, c'est qu'il mérite. Puis, est-ce que c'est difficile de trouver un gym de MMA en France? Là, j'imagine que ça va pousser comme des champignons dans pas très longtemps, là, si c'est pas déjà commencé, mais... Non, en France, franchement, il y a beaucoup. Ouais. Même si ça combat en France en pancrace, dans les règles du pancrace, mais beaucoup de Français intègrent des organisations à l'étranger, mais énormément de Français. Et il y a beaucoup de clubs de MMA en France. Ça, c'est une certitude. Mais à partir de janvier, quand le MMA va être autorisé, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura encore plus. Ouais, il va y avoir beaucoup plus d'inscriptions. C'est une obligation, c'est une suite logique. Ouais. Mais tu sais, en plus, c'est souvent les Français sont très bons dans les sports de combat. En judo, judo, je pense que c'est un must là, en France. Puis il y a aussi la rumeur que c'était le judo qui essayait de bloquer le MMA. Mais je suis quand même super content pour vous que vous allez pouvoir faire le sport que vous voulez faire. C'était un petit peu aberrant cette situation-là. Vous étiez un des derniers pays, mais pourtant vous êtes un des pays les plus développés. Ouais, c'est ça, et je crois même qu'on était presque le seul pays à avoir cette interdiction-là. C'était vraiment très bizarre, c'était frustrant. Et ça a mis du temps, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de monde en attente. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que peut-être au lieu aller se projeter à l'extérieur, à l'étranger, et ben maintenant il y en a beaucoup qui vont rester en France et profiter des organisations que vont proposer les Français, ça c'est sûr. Puis est-ce que c'était permis en France de passer le MMA à la télévision? Ou c'était interdit, je veux dire... Par la suite Oui, c'est ça. Si, par exemple, est-ce que le monde pouvait écouter le UFC? Parce que, tu sais, il y a Ngannou qui est devenu vraiment super populaire. Ça-tu permis l'écouter? Bien sûr. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. Dans les bars, disons. Là, si. Ouais. Bien sûr, on a les chaînes. Il y a RMC Sport. Il y a quoi d'autre Après, il y a d'autres chaînes qui ils ont arrêté, malheureusement. Mais sinon, ils passent les combats de MMA, surtout quand il y a des Français qui brillent à l'UFC. Non, heureusement, parce que si là ça bloque, c'est vrai que là on serait encore plus frustré que ça. Non, on avait quand même cette chance-là de pouvoir voir tous les combats de MMA sur toutes les chaînes proposées, pas mal de chaînes, on va dire, proposer ces combats-là dans les télé françaises. Puis les gyms aussi, j'imagine qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je trouve ça tellement drôle que tout soit permis, sauf le fait de faire des organisations pour faire monter tes combattants. J'ai toujours trouvé ça un petit peu étrange. Mais comme je te dis, il y a quelqu'un qui a essayé de bloquer ça le plus longtemps possible pour pouvoir faire de l'argent de leur côté. On va pas nommer de nom, là, mais... toi, t'es venu ici, puis tantôt, j'ai vu que tu t'es entraîné avec Rory McDonald en préparation de son prochain combat qui est contre Lima. Puis je pense que c'est une bonne idée, tu sais, parce que veux pas, Lima il est très avancé debout, des bons leg kicks. Puis c'était super intéressant de vous voir combattre. T'as-tu aimé ça? C'était un kiff total. Franchement, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ça. Pourquoi? Parce que
bon, je suis professionnel en pied-point. Et de voir ces difficultés-là, de voir le haut niveau en face de moi, de pouvoir travailler avec lui dans une situation un peu MMA, c'était vraiment... ça, il y en a qui rêveraient d'être à ma place. Et je suis content parce que je travaille avec lui, bon, je l'aidais pour sa préparation, pour ce combat. Et je me mettais en position de... j'utilisais un peu le même comportement que Lima. Lima. Donc voilà, je travaillais sur des techniques. Et c'était vraiment... voilà, j'étais très satisfait, très content. Ça me fait plaisir. Et du coup, par la suite, il y aura d'autres... je vais l'aider sur toutes ses préparations. En tout cas, j'ai l'habitude de le regarder sur YouTube. C'est un combattant très complet, ce mec-là. Il est hyper fort. Ouais, Rory, selon moi, c'est probablement techniquement le combattant le plus complet au monde. Puis, tu sais, oui, il est fort physiquement, mais c'est pas fou. Tu sais, il est pas... certains combattants qui sont extrêmement forts, mais tu te rends compte que tu sais, c'est pas nécessairement le combattant le plus technique. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne le plus avec Rory, c'est que c'est justement ça. C'est ça, ouais. Il est d'un niveau extrême. Exactement, ouais. En MMA. Tu sais, lui puis Georges, on est vraiment chanceux d'avoir les deux ici au Canada. Là. Mais les deux sont à un niveau fantastique. Tu sais. T'as-tu eu la chance de rencontrer Georges quand tu étais ici? Malheureusement, on s'est loupé de quelques jours parce que j'avais des petits soucis à régler en France et malheureusement, j'ai pas pu venir à temps. Donc, il était là, il m'attendait. Mais il a dû partir à Dubaï. Ouais, il est à Dubaï. Donc voilà, j'ai loupé de peu, mais de toute façon, c'est partie remise. Hein. Là maintenant, ici, c'est mon 3e ou 4e pays. Donc c'est sûr que je vais revenir parce que de venir m'entraîner, surtout avec bel accueil à Tristar, c'est une chance. Et je ne suis pas prêt de m'arrêter là. Hein. Je vais sûrement... Et je serai dans l'obligation de revenir pour continuer ma préparation. C'est quoi, selon toi, les plus gros défis pour toi pour aller dans le MMA? C'est-tu la lutte? C'est-tu le jiu-jitsu? La lutte. La lutte? La lutte à 150%. Donc, adapter ma façon de boxer pour l'MMA, c'est la lutte d'après ce que je pense un petit peu, mais surtout ce que pensent aussi les coachs que j'ai rencontrés depuis cette semaine-là, qui m'ont confirmé, qui m'ont dit écoute, la lutte, sprawl, takedown, tout ça là, il faut travailler à mort. Donc c'est ce que je vais faire. Et maintenant, on a travaillé beaucoup j'ai mes méthodes d'entraînement. Il y a mon coach qui est venu, qui m'a suivi, qui a aussi tout regardé, il a tout noté comme ça. Donc maintenant, dès qu'on va rentrer en France, on continue le travail. Oui, parce que tu sais, t'es clairement un spécialiste. Là. Qu'est-ce qui est pas mauvais, mais veux pas, le monde va essayer de t'amener au sol. Pourquoi il ferait un combat de stand-up avec... Ça aurait été bien déjà de commencer un stand-up, mais je pense que personne va... Bon, je sais pas, on dit ça, mais j'ai vu des combattants très expérimentés en stand-up qui sont arrivés sur l'octogone et ils sont pris à... C'était qui ça déjà que c'était arrivé, qui était champion du monde en Glory, là, c'est heavyweight? Gokhan Saki. Oui, Gokhan Saki, que tout le monde pensait que c'est qu'il allait KO, En fait, le truc c'est que Gokhan Saki, c'est un expert en pied-point. Mais après la boxe, malheureusement, sur un coup, tout peut se... Sur une petite erreur... Surtout avec les petits gants, c'est impardonnable. Parce que moi, je l'ai su, il n'y a pas longtemps. Hein. Un tout petit coup bien ciblé, c'est fini. En boxe, pied-point, même si on prend ce même coup-là, on peut l'encaisser. Mais puis sinon, tu as 10 secondes pour te relever aussi. Il y a ça aussi. Donc, c'est difficile de faire la transition pied-point MMA. Aussi dans la garde, tu sais, beaucoup de la garde haute, en MMA, ça passe là, avec les petits gants. Bien sûr, j'ai vu ça et quand j'ai commencé à me préparer en MMA, j'ai vu que la posture, la garde, il y a beaucoup de choses. C'est des petits détails, mais c'est le plus important pour un combattant. Donc si on ne fait pas le nécessaire là, on ne peut pas avancer. On peut pas avancer
Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer et se forcer à changer. Même si, quand on prend de l'âge, quand on est habitué à un style, on a du mal à changer. Mais il y a des exceptions et je pense que je vais faire l'exception et je vais me prendre la tête, je vais faire un travail psychologique et je vais changer ma façon de boxer. Même si je continue à boxer en pied-point dans des organisations, et ben je vais combattre je vais utiliser un comportement de MMA. C'est ce que j'ai prévenu tous les coachs là, tous ceux qui m'ont donné les conseils. Je leur ai dit, vous allez voir, mes prochains combats, je vais faire un test et vous allez me noter sur vous allez me dire si j'ai évolué ou pas. Donc je vais commencer par ça parce que je vais combattre très prochainement le 9 novembre dans ma ville. Okay. Il y a une organisation en kickboxing. Puis c'est quoi le Bellator? Il te permet de te battre n'importe où, même? Alors, j'ai pas un contrat exclusif. OK. Donc, ce qui fait que quand je combats à l'extérieur, il faut juste prévenir. Voilà, ben, je combats là. Ok, d'accord, hop, là, c'est bon. Là. Parce que t'imagines si tu souhaites combattre dans une autre organisation et par exemple, le Bellator te met déjà sur un événement. Mais si t'as pas prévenu, ça je comprends tout à fait, c'est logique. Mais moi, je pensais que Bellator, leur contrat, en tout cas, j'avais entendu dire ça, là, c'est que, par exemple, pour les combattants de MMA, ils n'avaient pas le droit de se battre en MMA nulle part ailleurs, mais s'ils avaient le goût de faire un combat de boxe, de faire un combat de kickboxing, ça, c'était correct s'ils se faisaient prévenir, tu sais. Mais je suis quand même étonné que, tu sais, ils te laissent quand même te battre en pied-point, mais c'est bien, tu sais, c'est quand même un bon signe. C'est mon agent qui a géré ça, ce système-là, Alan Carmorvan, qui a eu négocié. Et moi, j'ai aimé ça, parce que c'est vrai que d'être bloqué, parce que forcément, dans les grosses organisations-là, on ne combat pas énormément. Peut-être, si tout se passe bien, peut-être, je crois qu'il y a 3 combats dans l'année. Ouais, c'est vrai. Je pense, ils font moins de spectacles, je pense. Et après, c'est un choix. Soit on décide d'attendre et de faire très peu de combats, ou soit on a envie de combattre pour avoir des kilomètres, pour avoir de l'expérience, pour apprendre, pour évoluer. Et on veut combattre assez souvent, ben là, on choisit de pouvoir boxer un peu partout. Mm-hmm. Puis là, toi, tu disais que ton prochain combat, ça va être dans ta ville. Mon Dieu, ça doit être le super party de l'année, ça. Ouais, là, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça te met une pression, pression. Mais le monde, ça doit faire comme un festival, un peu. Bien sûr, ouais, franchement. C'est quelque chose de grandiose. Il y a toute la famille qui est là. Et limite, on se dit, bon, est-ce qu'on doit boxer ou pas? Tellement que la pression, elle est là. Mais en tout cas, c'est un grand spectacle. Les gens sont contents. Après, le but, c'est d'essayer de gagner quand même dans sa propre ville, parce que c'est un peu embêtant de perdre dans sa maison. Ouais, non, ça c'est vrai. C'est le moral de la ville. Non, après, moi personnellement, j'ai fait aussi un travail psychologique depuis des années. La défaite, je l'accepte tout à fait. Je peux perdre par KO, je peux perdre au point. Je remercie les juges, je remercie mon combattant. Que je me fasse voler, que peu importe, j'accepte, je prends mes affaires, je vais chez moi, je me répare un peu de mes bobos et je repars à l'entraînement. J'ai toujours fonctionné comme ça. Jamais je me suis plaint sur les réseaux, ouais, en fait, j'aurais dû gagner. C'est pas vrai, l'autre il manquait un point par rapport à ça, donc ça se fait pas, je mérite une revanche, tout ça. Non, moi, les revanches, les ceci, cela, je suis pas que dans ce délire-là. T'avais-tu participé à l'événement de Bellator qui avait fait descendre une espèce de cage? Souvent, tous les Bellator kickboxing, quand ça finit en MMA, parce qu'ils font une première partie kickboxing et une deuxième partie MMA. C'est ça, c'est toujours la première partie qui est kickboxing, hein? Ouais, parce qu'en fait, dès que la partie kickboxing finit, on voit c'est vraiment impressionnant quand même. Hey, ça doit être débile. Franchement, c'est... Mais comment c'est fait? C'est accroché au plafond? Franchement, déjà, techniquement, je pourrais pas t'expliquer, mais il y a plein de trucs accrochés de partout. Voilà, je pourrais pas l'expliquer. Et ils appuient sur un bouton, ils enlèvent les cordes du ring, et le truc il descend tout doucement, il se pose. Incroyable. C'est incroyable, ils ont fait un truc
exceptionnel. Je crois que personne ne le fait, ça. Ben non, ça ajoute de quoi au spectacle, c'est vraiment... Ouais, bien sûr, ça rajoute beaucoup. Il y a peut-être des gens qui ne viennent même pas voir les combats, juste voir le ring tomber, hop, après il se va. Puis, mais qu'est-ce qui est bien aussi avec Bellator, c'est que, tu sais, ils ont le sens du spectacle, là, présentement. Tu sais, maintenant, UFC, c'est que tu es obligé d'être habillé de la même façon, que ce qui n'est pas nécessairement mal. Ouais, mais, tu sais, c'est que tu peux pas te démarquer, tu peux plus te démarquer. C'est vrai qu'il y a un peu plus de liberté au Bellator par rapport à la tenue, la présentation, il y en a qui viennent déguiser, tout ça. Ça rajoute du spectacle, c'est bien pour le public. Que ce soit tout public, hein. Il y a des parents qui sont là, des personnes âgées, ils sont là, ils aiment se divertir, pas forcément voir des personnes taper, juste pour voir l'ensemble du spectacle. Et ça, c'est plaisant, ça. C'est vrai que de voir tout le monde habillé pareil, comme des robots, comme ça, c'est... Bon, après, c'est un style, c'est acceptable. Parce que le plus important, c'est de combattre, c'est pas pour devenir habillé de telle ou telle façon. Mais c'est vrai que le spectacle rajoute quelque chose en plus, je pense. Puis là, j'ai une dernière question avec Bellator. Là. Moi, ça se peut que je signe un Bellator, on ne sait pas. Fait que... C'est une bonne chose. Est-ce que, disons, si tu gagnes, est-ce que c'est la même paye que tu vas recevoir que quand tu perds? Je ne pense pas qu'il y ait... Si, il y a quand même, comme un peu l'UFC, il y a des primes par rapport au carrière. Ouais, c'est ça. Nous, UFC, par exemple, moi, j'étais payé... je payé combien? Je suis même pas sûr. Là. Je pense que c'était 30 plus 30, donc j'avais 30 000 si je me battais, puis j'avais un autre 30 000 si je gagnais. Donc, si je perdais la moitié de la bourse. Moi, je pense que le contrat... Et on a un contrat fixe, c'est-à-dire qu'il y a la prime. Ok. Et il y a la prime, il y a peut-être 85% ou 90% peut-être de la vraie prime ou de la totalité. Et qui est défaite ou victoire, ça reste. Après, il y a un surplus. Après, tout est négociable parce que c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même façon. Il y en a qui, comme tu dis, ils ont déjà une prime de base et après, s'ils gagnent, ils ont une autre partie. Ça, je l'ai vu. Mais moi, j'ai aussi vu des personnes qui avaient un contrat avec une prime. Défaite ou victoire, tu as ta prime, tu gagnes, tu perds, tu prends ton argent, tu peux partir tranquillement. Puis par exemple, toi, si tu donnais un bon show, si ton combat était fou, est-ce qu'il donnait aussi un petit bonus après? Ou c'est vraiment au prochain combat, ils vont décider? C'est ça. Okay. C'est ça, en fait. Sur le champ même, après le combat, il n'y a pas de rajout d'argent. Mais par contre, la négociation pour le prochain combat, ça évolue. Soit automatiquement, soit après l'agent qui est là, le manager est là pour discuter. En plus, si le combat était spectaculaire et bien vu, bien apprécié par les organisateurs et le public, bah, automatiquement, et je l'ai vu, j'en ai fait les frais, et ça évolue au niveau de la rémunération. Là, je sais que tu as un autre entraînement, je pense, aujourd'hui, ou en tout cas, je pense que vous devez partir quand même bientôt. Y a-tu quelque chose que tu voulais ajouter? Y a-tu quelque chose que tu voulais... je sais pas, si c'était des commanditaires ou... Ouais, je voulais juste rajouter, je sais pas si j'ai déjà dit, j'étais très content de venir ici à Montréal, profiter de cette organisation-là, profiter des entraînements avec des coachs de renom, expérimentés, dans des grosses salles. Bah, déjà, la plus réputée, c'est Tristar, que tu connais très bien. Donc, c'est des salles, on a l'impression, quand on est chez nous, on n'aura jamais l'occasion de venir s'entraîner dans cette salle-là. Bah, là, je suis venu, je suis très très content. Déjà, je te remercie d'avoir pris du temps pour proposer ce podcast. Ouais, podcast. Donc c'est vraiment gentil, c'est la première fois de ma vie que je fais un podcast. Donc j'ai passé un bon moment et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on se reverra soit à l'entraînement ou peut-être quand tu seras peut-être au Bellator. Ben oui. En tout cas, on va te soutenir et ce que tu fais, c'est bien. Tu promouvois les combattants, ça se diffuse de partout, les gens vont partager et les infos se retrouvent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais pendant des années, des 20 ans, de 30 ans, bah, tout reste là
et c'est quelque chose qui reste. Donc c'est bien ce que tu fais, je te félicite. Puis, là, j'ai d'autres questions. Là, Stéphane, j'allais faire ça. Est-ce que les journalistes en France, ils vous couvrent un petit peu ou Ça va. Ouais? Ouais, ça va. Ils font le nécessaire. Bah, malheureusement, c'est pas du foot. Ouais. Attention, le foot. Mais ici, c'est le hockey. C'est quoi ici? Ici, c'est le hockey qui prend toute la place. C'est le hockey, c'est comme un sport sur la glace. Ah d'accord, ouais. Comment on appelle ça le hockey, pardon, tu disais. Le tu hockey. disais hockey, je crois que tu disais acquis, je comprenais pas. Ouais, d'accord, ouais, c'est vrai qu'ici, c'est le hockey, c'est réputé ça, on le sait, nous en France. Chez nous, le foot. Il prend toute la place. Il prend toute la place, il reste peut-être 1% de place pour tout le reste. Et ça va, il y a quand même des médias qui font le nécessaire. Hein. Chez nous, par internet, il y a les infos du fight, il y a Boxmag, il y a le journal du Mouet, il y en a d'autres. Hein. Et ça, c'est internet, et il y a des magazines, Karate Bushido, ça va. Je pense que il pourrait faire mieux, mais on n'a pas à se plaindre. Ouais. Mais comme je disais, c'est pas du foot. Ok, ben cool, merci d'être venu. Puis là, je vais pas te retenir plus longtemps avant que lui me saute dessus. Là. Mais merci d'être venu, Karim. Puis ben j'espère te revoir dans la prochaine fois que tu viens. On se reverra, c'est sûr. Puis ben c'est ça. Merci d'avoir écouté ça. Bye bye tout le monde.